Cette fois, mes petits lapins, je vous emmène dans un monde fait de mécanique et d'électronique. Tel le docteur Frankenstein, nous allons explorer les entrailles de la robotique pour exorciser l'une des plus grandes fascinations de l'homme, celle de créer une machine qui lui ressemble, mais surtout une machine qui lui obéisse au doigt et à l'œil. Je vois déjà d'ici les apprentis sorciers qui rêvent de créer une babe aux formes généreuses, comme dans le film de 1985 Weird Science, une créature de rêve en VF. Néanmoins, je suis désolé pour eux, nous allons parler de Topo, le petit robot. Désolé de vous le dire, mais avec ses formes anguleuses, il est tout sauf sexy. On ne va pas se mentir, avec la sortie de Star Wars, la guerre des étoiles en VF, en 1977, les robots sont redevenus à la mode dans les années 80 comme jamais. Entre le droïde protocolaire C-3PO, extrêmement bavard mais un tantinet froussard, et le téméraire R2-D2, fidèle compagnon de son chevalier Jedi, le jeune spectateur rêvait d'avoir un copain similaire à la maison. Un retour en force des robots rendu possible par la magie du grand écran, mais aussi par l'explosion des magnétoscopes et des vidéoclubs qui permettaient de prolonger l'expérience au cœur du foyer familial. Pourtant, les robots ne sont pas nouveaux. Le terme robot apparaît pour la première fois dans la pièce de théâtre futuriste RUR pour Rossum Universal Robots, écrite en 1921 par l'auteur tchécoslovaque Karel Čapek. Le titre original est Rosumovi Univerzalni Roboti. Le mot robota signifie travail, mais avec une notion de servage venue tout droit du Moyen-Âge. Dès le départ, on comprend que le robot va faire des tâches que l'homme rebute à exécuter. Bref, c'est un esclave. D'ailleurs, dans cette pièce de théâtre, les machines, douées de conscience, finiront par se révolter. Oui, je sais, c'est complètement dingue, hein, c'est du Terminator avant l'heure. D'ailleurs, cette idée de conscience est le grand fantasme des humains, à la fois souhaité et craint. En juin 2024, en Corée du Sud, une enquête a été ouverte par la mairie de Gumi, après qu'un robot, employé comme fonctionnaire municipal, a été retrouvé inerte en bas d'un escalier, le jeudi 20 juin, vers 16 heures. Selon la municipalité qui prend cette affaire très au sérieux, l'androïde semble s'être jeté, oui, jeté, du haut d'un escalier. Depuis plus d'un an, ce robot fonctionnaire aidait les habitants de la municipalité de Gumi à accomplir des tâches administratives. Il le faisait sans relâche, et pour une raison inconnue, il s'est mis à tourner en rond, puis à se jeter dans les escaliers devant des témoins médusés. Toujours en Corée du Sud, en novembre 2023, un homme est mort, écrasé par un bras robotique, sans que l'on puisse avancer une raison plausible. La mission du bras robotique était de soulever des boîtes de poivrons et de les transférer sur des palettes. Lors de l'accident, le robot aurait confondu l'homme avec une boîte de légumes dont il est habituellement chargé de la gestion. Il a alors saisi l'employé et a poussé son corps contre un tapis roulant, lui écrasant le visage et la poitrine. Ah oui, tout ça, ça questionne. Est-ce que le robot de Gumi s'est suicidé? Est-ce que l'autre robot a tué celui qui le dirigeait? Voilà, il y a des questions qui se posent. Les robots fascinent autant qu'ils inquiètent avec leur capacité d'auto-apprentissage. Ne risquerait-il pas de devenir paradoxalement trop humain et d'en avoir les mêmes défauts? La littérature et bien évidemment le cinéma se sont emparés des robots faisant les beaux jours de la science-fiction. De son côté, l'industrie a rapidement vu le potentiel économique de la robotique. Quoi de mieux pour un patron que de remplacer des ouvriers par des machines qui travaillent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans réclamer le moindre salaire, et qui en sus sont plus performantes en termes de puissance, de vitesse et de précision que le plus balèze des manutentionnaires. Les années 80 apparaissent donc comme une décennie charnière,
car c'est aussi celle de la démocratisation des composants électroniques et l'arrivée massive des micro-ordinateurs dans les chaumières. L'ordinateur n'est plus l'apanage du monde de l'entreprise. Désormais, n'importe quel kidam, moyennant une modique somme d'argent, peut avoir chez lui l'équivalent d'un supercalculateur des années 60. Et finalement, un robot, qu'est-ce que c'est à part de la mécanique? Eh bien, ce sont surtout des composants électroniques et des programmes informatiques pour coordonner les mouvements et simuler l'intelligence humaine. En novembre 1983, paraît en France une revue nommée Micro et Robots. Le rédacteur en chef, Jean-Claude Annus, écrit dans son éditorial le propos suivant. La micro-informatique connaît le développement que l'on sait, avec ses machines de moins en moins chères et de plus en plus performantes. Mais pour un très large public, elle reste synonyme de jeu ou encore d'illusoires programmes utilitaires. D'un côté donc, un univers de simulation qui ne déborde guère de l'écran, mais de l'autre, point d'interrogation. De l'autre côté se tiennent les robots, en petit nombre pour l'instant, mais déjà prêts à manifester quelques lueurs d'intelligence. Entrez de plein pied dans cet univers fascinant de la machina sapiens, allez voir ce qui s'y trame en ramenant des objets étonnants, tel est le propos, schématisé à l'extrême, de cette revue qui, nous le pensons, arrive à un moment crucial de l'histoire des machines. C'est dans ce contexte que je souhaite évoquer l'histoire des robots Topo. Vous allez me dire que des robots, il y en a eu plein à cette époque. Certes, je vous l'accorde, mais si Topo m'intéresse, et que je pense qu'il va aussi vous intéresser, c'est parce qu'il était associé à un monument des jeux vidéo et de l'informatique, Nolan Bushnell. Oui, le papa d'Atari. Après avoir vendu Atari à Warner Communications pour 28 millions de dollars en novembre 1976, Nolan Bushnell s'est retrouvé à titre personnel avec une coquette somme d'argent, pas moins de 15 millions de dollars. Il s'est alors lancé dans sa première passion, les restaurants familiaux avec Chuck E. Cheese. Des pizzerias où l'on retrouvait des jeux pour les enfants, des bornes d'arcade, des animations sur scène et même, une grande première pour cette époque, des personnages animatronics. Il avait créé le Pizza Time Theater en 1977 quand il était encore directeur général d'Atari. En effet, même s'il avait cédé Atari à Warner Communications, ces derniers l'avaient conservé comme directeur général de l'entreprise. Il leur avait soumis l'idée de créer un restaurant où les enfants pouvaient aller manger des pizzas et jouer à des jeux vidéo. Bien entendu, le but était d'y mettre des bornes d'Atari. Le fameux Pizza Time Theater était né. Quand Warner le remercie en 1979, il leur rachète le concept et se structure en réseau de franchise autour de la marque Chuck E. Cheese. Nolan Bushnell adore les automates. C'est même une réelle fascination pour lui et il va développer ce petit théâtre mécanique. Après tout, les automates sont les ancêtres des robots. Il faut remonter à l'Égypte ancienne pour retrouver les premières traces d'objets articulés comme des masques ou des statuettes. L'objectif était d'impressionner les fidèles lors des cérémonies religieuses. Et oui, déjà à cette époque, on utilisait des artifices pour épater la galerie et manipuler les foules. Cependant, je vous l'accorde, on est plus dans le registre de la marionnette que dans celui de l'automate. Ces objets articulés sont avant tout des emboîtements de pièces mus par une simple ficelle. Autrement dit, c'est la force humaine qui crée les mouvements. Il n'y a donc rien d'automatique. Plus tard, les hommes se sont mis à utiliser la force de l'eau. Si les moulins sont destinés à un usage alimentaire, dans la Grèce antique, des artistes dotés de compétences scientifiques se sont dit que ça serait cool d'utiliser l'eau pour faire des trucs inutiles mais beaux à regarder. Ils ont ainsi conçu des fontaines où des oiseaux dotés en interne de rouages mécaniques se mettaient à battre des ailes
et à siffler. Vers 280 avant Jésus-Christ, le scientifique grec Philon de Byzance crée une servante automatique. Cette automate, qui ressemble à une femme, tient dans la main droite un vase qui cache 2 tuyaux, un pour le vin, un pour l'eau. Le visiteur qui désire se faire servir une coupe la dépose dans la main gauche. L'effet du poids de la coupe abaisse légèrement le bras et déclenche un mécanisme qui va permettre l'écoulement du vin, puis celui de l'eau, tous deux situés dans des réservoirs cachés en haut du corps. Une fois que le poids correspondant à une coupe pleine est atteint, l'écoulement du vin et de l'eau s'arrête et donne un côté bluffant à l'automate, comme si la servante savait à quel moment il fallait cesser de remplir la coupe. Beaucoup plus tard, un siècle après Jésus-Christ, l'ingénieur grec Héron d'Alexandrie se fait remarquer en concevant de nombreuses machines hydrauliques. Il est à l'origine de l'éolipile, boule d'éole, machine à vapeur constituée d'une sphère fixée sur un axe et équipée de 2 tubes coudés sortant de manière opposée. En chauffant l'eau contenue dans la chaudière inférieure, la vapeur d'eau formée donne en s'échappant un mouvement de rotation à la sphère. Mine de rien, il a inventé ce qui se rapproche le plus d'un moteur à vapeur. Il invente aussi un système de porte automatique s'ouvrant lorsqu'on allume un feu sur un autel. Le feu, en chauffant un volume d'eau, crée de la vapeur qui mettait en mouvement les portes du temple. Il va imaginer des mécaniques surprenantes basées sur l'argent. Bon, alors je vous rassure, il n'est pas question ici de bornes d'arcade, mais on notera tout de même qu'il avait relevé le concept du « je te donne une pièce d'argent » contre un service ou un produit. Bref, la transaction automatisée était née. Ainsi, avec un astucieux système de poids et de contrepoids, en déposant une offrande, vous aviez une quantité d'eau déterminée qui vous était distribuée. Avec le même principe, vous pouviez obtenir un oracle, un distributeur automatique de réponses divines. Il fallait oser, Héron l'a inventé. Grâce à lui, les automatismes vont faire un bond de géant. Il faut toutefois attendre le développement de l'horlogerie au XIIIe siècle pour que la technologie évolue drastiquement. Léonard de Vinci en personne s'essayera à l'automate en créant un lion capable d'avancer de manière réaliste. Mais c'est surtout le français Jacques Vaucanson qui va épater la galerie en 1738 avec son flûteur, un automate en bois capable de jouer une 12aine de mélodies de façon très juste. Le flûteur passionna les foules à travers toute l'Europe. Un autre automate de Vaucanson eut un grand succès, le canard. Il était capable de cancaner, de battre des ailes, d'avaler un grain par le bec, de le digérer et d'en faire une belle fiente. À cette époque, il y avait un soupçon de programmation, notamment pour jouer des morceaux de musique avec les tambours à programme. C'est avec la domestication de l'électricité que les choses vont s'accélérer avec en point d'orgue le fameux XXe siècle qui nous intéresse tant. C'est donc quasiment à la fin du XXe siècle qu'on retrouve notre ami Nolan Bushnell. Il en est intimement convaincu. Nous sommes à l'aube d'une ère nouvelle, celle des robots domestiques. C'est certain, en l'an 2000, les hommes cohabiteront avec les robots. Les femmes au foyer pourront bouquiner pendant que la machine préparera la popote, fera le ménage et ira rechercher les gamins à l'école. L'an 2000, croyez-moi, sera extraordinaire. Les enfants seront éduqués par des enseignants robots, au savoir et à la patience infinie. L'homme d'affaires dira à sa voiture robot de le conduire au boulot, et cette dernière s'affranchira de l'attraction terrestre pour s'envoler dans les airs et suivre un canal aérien sans aucun bouchon de circulation. Bon sang de bonsoir, qu'est-ce que ça sera chouette, l'an 2000. Nolan Bushnell, pionnier de l'informatique, mesure à quel point la technologie évolue rapidement. Des processeurs de plus en plus rapides sont conçus.
On ne parle d'ailleurs plus de technologie 8 bits, mais déjà de technologie 16 bits. Gordon Moore, ingénieur et cofondateur d'Intel, avait énoncé une prédiction en 1965. Le nombre de transistors des microprocesseurs sur une puce de silicium double tous les 2 ans. Effectivement, ce fut le cas entre 1971 et 2001. Bon, après cette date, c'est devenu plus complexe à atteindre. Toujours est-il que Nolan Bushnell baigne constamment dans cet esprit de croissance infinie, une croissance technologique sans fin. Sur le papier, le développement des robots n'est donc qu'une formalité. D'autre part, certains robots avaient défriché le terrain de l'usage domestique. En 1969, la Mowbot, première tondeuse robotisée et brevetée et commercialisée aux États-Unis. Elle rencontrera un succès qui ne s'est jamais démenti depuis. Conçue en 1951, mais commercialisée seulement en 1974, Creepy Crawly était le premier robot nettoyeur de piscine. D'ailleurs, la marque existe toujours de nos jours et se porte très bien. Depuis, ils n'ont eu de cesse de s'améliorer et de nettoyer plus intelligemment les profondeurs des piscines. Tout ça pour dire que dans ce contexte de modernisation et de robotisation des tâches ingrates, Nolan Bushnell se dit que c'est le bon moment pour investir une partie de son pécule. Sur les 15 millions qu'il a touchés de la vente d'Atari à titre personnel, il souhaite en investir presque la moitié, soit environ 7 millions de dollars, dans les nouvelles technologies. Il se fixe une règle immuable, ne pas dépenser plus de 300 000 dollars par projet afin d'en financer une vingtaine. Il crée donc une société de capital risque nommée Catalyst Technologies afin d'investir dans les startups prometteuses de la Silicon Valley. Mine de rien, c'est l'un des pionniers en la matière. Avant lui, peu de sociétés investissaient dans les entreprises technologiques. Sur la dizaine d'investissements qu'il réalise, soit 3 millions de dollars, l'un d'entre eux lui plaît plus que de raison, Androbot. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est cette entreprise qui va concevoir les robots Topo et quelques autres au passage. Androbot est créé en 1981 et l'entreprise est dirigée par Walter Ameken. Jack Larson et quelques autres le rejoignent dans la foulée. Toutefois, Walter Ameken n'adhère pas au concept de Nolan Bushnell. Il préfère travailler sur des robots industriels et quitte rapidement l'entreprise. Il est remplacé par Tom Friesen. L'ingénieur en chef se nomme Doug Jones. C'est une vieille connaissance de Nolan. Doug a bossé comme designer chez Commodore et Atari. Si vous vous demandiez qui avait conçu le design si particulier du Commodore PET, eh bien maintenant, vous avez votre réponse. C'est Doug Jones. Pour l'anecdote, chez Atari, il s'occupera du design de la console Pong. Doug est plus qu'un simple designer. C'est aussi un bricoleur de génie doublé d'un mécanicien hors pair. Pour ne rien gâcher, il adore programmer sur Commodore 64. Il a donc le profil idéal pour aider Nolan Bushnell dans son projet complètement fou. Nous sommes en 1982. Doug est le 7e employé d'Androbot et ingénieur en chef. Charge à lui de recruter du monde pour concevoir le robot que les gens aimeraient avoir chez eux. Doug Jones le dira lui-même. « Je faisais tout, j'étais ingénieur, j'étais le mécanicien, j'étais le concepteur industriel, le modéliste, le dessinateur, le programmeur, et je prenais toutes les décisions. J'ai fait tout ce que j'ai pu, aussi longtemps que possible, avant d'embaucher du personnel et de créer le département mécanique. » Doug Jones va donc s'évertuer à concevoir Topo, un robot programmable par ordinateur. Un concept complètement novateur à l'époque pour le grand public. Nolan Bushnell y voit aussi des débouchés. On pourra vendre des programmes tout faits aux utilisateurs qui ne savent pas coder. Topo fait ceci, Topo fait ceci, Topo fait cela, Topo à la plage, Topo fait du snowboard, Topo mate des babes avec son pote Gunhead. Pour faire simple, on pourra vendre des programmes d'apprentissage pour rendre le robot de plus en plus intelligent. Vu avec nos yeux d'aujourd'hui, cela peut sembler évident.
Mais dans les années 80, le concept est incroyable. Celles et ceux qui, comme moi, ont 50 balais, se souviennent peut-être de la tortue qu'on pilotait avec son Thomson TO7 ou MO5 à l'école. Bon, moi j'étais dans une école un peu fauchée, donc on n'avait pas la vraie tortue robotisée qui devait coûter un rein. Mais on la voyait tout de même à l'écran. C'était mieux que rien, même si personnellement je trouvais ça nul, car moi je voulais jouer à des jeux de bagarre et des jeux avec des ninjas. Car oui, les ninjas c'était trop cool, les tortues un peu moins. Pour bouger cette tortue, il fallait utiliser le langage logo. Munie d'un crayon, la tortue dessinait au sol ce que vous lui aviez demandé par ordinateur. L'effet était saisissant pour les enfants et c'était indubitablement un bon outil d'apprentissage pour les gamins. On a donc eu en France, dans le cadre du programme gouvernemental IPT, l'informatique pour tous, vers 1985-1986, ce premier contact avec un robot. Dans ce domaine, on peut donc dire que les Américains d'Androbot avaient juste 3 ans d'avance sur nous les petits Frenchies. Et si je vous parle d'école, ce n'est pas anodin, on y reviendra plus tard. Doug et son équipe travaillent donc d'arrache-pied à la conception de Topo. Nolan Bushnell leur donne une deadline, le 6 janvier 1983. Il leur confectionne même des t-shirts 01-06-1983 or Best Androbot, ce qui veut dire plus ou moins le 6 janvier 1983 où on bousille Androbot, histoire de bien mettre la pression aux employés. En vrai, cette date correspond au Consumer Electronics Show. Nolan Bushnell compte présenter Topo lors de ce salon et séduire de nouveaux investisseurs. Bon, Doug est un peu affolé. Nolan, tu déconnes. Le 6 janvier, c'est dans 50 jours. On sera jamais prêt. Mais Nolan est hyper confiant. Mon petit Doug, je crois en toi. Tu vas y parvenir. Je veux qu'on ait au moins une 20aine de Topo présents. Et puis après mon discours, je veux que Topo me rejoigne sur scène et me serve une bière bien fraîche. Doug va s'arracher les cheveux car à ce moment précis, Topo est juste un prototype en bois composé de briques et de broc. Cependant, lors d'une interview donnée bien plus tard, il racontera que c'était l'un des meilleurs moments de sa vie professionnelle. Je suis parti au pays des rêves, travaillant jour et nuit, construisant une base de données époustouflante pour les gars de l'équipe. J'aimais tellement mon travail que j'avais mon propre atelier de modélisation. Travailler 24 heures sur 24 et le week-end était une activité normale pour moi. Avec Androbot, c'était comme jouer et être payé pour ça. L'objectif initial d'Androbot était de créer de véritables assistants ménagers. Bien entendu, il ne devait causer aucun dommage corporel à son propriétaire, ainsi qu'à tout autre être humain. Par exemple, les premiers robots tondeuses Mobot avaient déchiqueté pas mal de chatons et de chiots. C'est horrible, traumatisant toute une famille au passage. Sans compter que fonctionnant aussi la nuit, le Mobot transformait en pâté bon nombre d'écureuils et de hérissons. C'est triste, tant et si bien que la firme fut dans l'obligation légale de trouver un système de protection qui devait éviter les obstacles au sol. Androbot souhaitait que le style des robots paraisse sympathique, mais pas organique. L'idée, c'était d'avoir une version à facettes d'un enfant de 6 ans. Le premier robot conçu en interne était Hadza. Hadza, un simple robot radiocommandé fabriqué à partir de carton et de résine. Il était avant tout destiné à gérer l'Andromotion, le système de déplacement si caractéristique de Topo, avec 2 roues inclinées et une partie inférieure du robot plus lourde pour le maintenir en équilibre. Au cours de sa production, il a été décidé de diviser le produit en 2 modèles, haut de gamme et bas de gamme. Le robot haut de gamme, qui est le fruit des désirs et des rêves les plus fous de tous les employés d'Androbot, s'appelait Bob, B-O-B, pour Brain on Board. Le modèle bas de gamme, destiné à sortir rapidement et à tester la demande du marché, s'appelait Topo. C'est lui qui essuierait les plâtres lors du CES. Topo, qui n'était équipé d'aucun capteur ni d'aucune puissance de calcul pour fonctionner de manière autonome, serait utilisé comme une opportunité pour les enseignants et les programmeurs.
Seulement, on ne va pas se mentir, à ce stade, on est quand même au level hardcore côté facilité d'utilisation. Un logiciel appelé Topo Basic a été créé pour l'ordinateur Apple II comme moyen d'interface avec Topo. Toutefois, ce logiciel n'avait aucune interface. C'était plutôt une couche de registres et de commandes permettant aux utilisateurs de créer des programmes basiques pour se connecter à Topo. Un contrôleur radio se connectait à l'Apple II et envoyait un ping à Topo pour déplacer chaque moteur. Bref, ce n'était pas très intuitif à ce stade. Quant à Bob, c'était autre chose. Il était capable de stocker la logique en interne et de traiter les décisions grâce à sa multitude de capteurs. Il serait également doté d'un détecteur de chaleur sous son maillage facial pour repérer les personnes et se diriger vers elles. Il embarquerait 2 processeurs Intel 8086 et 3 mégaoctets de RAM, ce qui était tout simplement énorme en 1982. Bien entendu, il aurait son propre système d'exploitation. L'évolutivité prévue était bien entendu des capacités d'auto-apprentissage en fonction de son environnement, la reconnaissance vocale et la parole. Toujours est-il que Bob, aussi séduisant soit-il, n'en est pas encore au stade du prototype. Par contre, courant décembre, Doug et son équipe ont réussi à concevoir une quinzaine de prototypes de Topo. Seul bémol, et pas des moindres, Topo ne s'est pas encore livré une chope de bière à Nolan Bushnell. Alors, cette histoire de livraison de bière peut faire sourire. Mais en réalité, c'est un vieux rêve de Nolan Bushnell. En effet, quand il était encore le patron d'Atari, Nolan a constitué un think tank, autrement dit un groupe de réflexion, qui avait la particularité d'être secret. Personne chez Atari ne savait ce qu'on faisait dans certains locaux d'Atari, situés à Grass Valley. Ce groupe se nommait Scion Engineering, et comme on s'en doute, il était entièrement financé par Atari, sans que la société Atari le sache. Nolan Bushnell recrutait des ingénieurs créatifs, capables de réfléchir sur des projets innovants, mais top secrets. L'un de ces projets était Kermit. Oui, Kermit, le robot. Son créateur était Ron Milner, un créateur de jeux vidéo. On lui doit les bornes d'arcade Atari Grand Track 10 de 1974, Night Driver 1976, Starship One de 1976 et le jeu Combat sur console Atari 2600 en 1977. Ron Milner a raconté cette histoire complètement dingue. J'ai construit Kermit le robot chez Scion Engineering, le groupe de réflexion secret d'Atari à Grass Valley en Californie. J'étais ingénieur et je m'amusais beaucoup. Le robot était un projet demandé par Nolan Bushnell en personne, juste après la conception de la VCS 2600. Il était encore à la tête d'Atari et c'était un gars très imaginatif. Son but dans la vie était d'avoir un robot qui lui apporte une chope de bière. Oui, une chope de bière. Le déplacement des robots était expérimental à cette époque. Certes, il y avait des travaux au MIT, mais nous n'avions aucune idée du coût pour un consommateur lambda. Nolan a eu un éclair de génie. Son idée, incroyablement originale, était de placer des codes barres sur les plinthes d'une pièce de maison. Ainsi, le robot, en entrant dans une pièce, détecterait le code barre et saurait se situer dans la maison. Mine de rien, il avait trouvé une nouvelle utilisation au code barre et je ne sais pas pourquoi il n'a pas breveté le concept. Personnellement, j'ai eu beaucoup de plaisir à construire le robot. Très inspiré par R2D2. Il mesurait environ 20 pouces de hauteur, j'aimais assembler des éléments mécaniques et électroniques, et nous avions un super atelier chez Scion pour faire tout cela. Le cerveau de Kermit était un processeur MOS 6502. Kermit se déplaçait avec 2 roues entraînées par un moteur à engrenage et d'une roulette directionnelle. Aujourd'hui, je m'amuse de voir que les robots aspirateurs utilisent pour la plupart le même schéma. Une tourelle rotative recouverte d'un dôme en plexiglas transportait des microphones, un capteur infrarouge pour détecter les personnes et des capteurs de télémétrie à ultrasons que j'avais construits sur une carte séparée. Enfin, il y avait aussi un petit haut-parleur pour que Kermit puisse émettre des bips joyeux comme R2D2. Un anneau de détection ceinturé Kermit
et lui indiquait qu'il avait heurté quelque chose, qu'il devait reculer. Les ultrasons fournissaient une portée par rapport aux obstacles et, dans une certaine mesure, de les contourner. Ma fierté et ma joie étaient le scanner à distance de code-barre. Sur le robot, il y avait un tube télescopique vertical avec un séparateur de faisceau entre la LED infrarouge, le capteur photodiode et la lentille pour faire la mise au point à plusieurs mètres de distance. Eh bien, figurez-vous que ça marchait. Mon partenaire de programmation sur le projet était Larry Nicholson, un gars vraiment brillant. Il a fait fonctionner la lecture à distance pour détecter non seulement les codes-barres, mais aussi leur position angulaire par rapport au robot. Nous avons élaboré des mathématiques assez astucieuses pour résoudre ces informations à partir de 2 ou 3 codes-barres positionnés selon des angles différents par rapport à l'emplacement où se trouvait Kermit dans la pièce. Larry et moi avons réussi à faire fonctionner la navigation de base et l'évitement d'obstacles afin que Kermit puisse aller d'un endroit à un autre dans la pièce, tout en évitant les poubelles placées au hasard. Nous avons fait une démonstration à Nolan et il a été très impressionné. Il a dit « Bientôt, j'aurai ma bière fraîche ». Malheureusement, peu de temps après, Warner Communication a viré Nolan Bushnell et le projet Kermit a été annulé. Je ne me souviens plus de la date avec précision, mais j'ai caché Kermit dans le grenier de ma maison pendant des années avant de le donner à un ami ingénieur qui bossait lui aussi chez Atari, Owen Rubin. Ron Milner conclut ainsi son propos. Non seulement la bière fraîche de Nolan était devenue tiède, mais elle était aussi sans aucune bulle. Ouais, je sais, c'est triste, dit comme ça. Mais cette histoire de Kermit le robot démontre à quel point Nolan Bushnell est non seulement obsédé par la bière, mais aussi par les robots. Les responsables du développement des robots, autrement dit les têtes pensantes capables de simuler l'intelligence humaine, sont au nombre de 7. Doug Jones, bien entendu, Larry Dick, Jack Larsen, William La, Siegfried Salat, Dave Oppenheim et Rick De Vries. Ils sont désormais placés sous la responsabilité de Frank Jones, directeur du développement. Précisons que l'histoire crédite surtout William La comme l'inventeur de Topo. C'est faux, car de l'aveu même de Nolan Bushnell, c'est une aventure collective où chacun a porté sa pierre à l'édifice. Le brevet de Topo, le robot, est officiellement déposé le 7 décembre 1982. Les 2 inventeurs officiellement crédités sont Douglas Jones et Siegfried Salat. Il était temps, car dans moins d'un mois, c'était la première sortie officielle de Topo. Douglas est submergé par une étrange sensation qu'il racontera des années plus tard. Je me sentais vraiment comme un père avec une bande d'enfants. Je me souviens qu'une nuit, alors que je fermais le bâtiment et que j'allais éteindre les lumières, j'étais frappé par tous ces visages souriants qui me fixaient. J'ai ressenti comme une certaine forme d'amour venant d'eux, comme si ces machines m'étaient reconnaissantes de leur avoir donné vie. J'ai moi aussi ressenti une curieuse émotion. Je suppose que je me suis attaché à tous ces robots debout en file indienne. J'aurais aimé avoir un appareil photo cette nuit-là. J'ai retrouvé plus tard une photo promotionnelle d'eux, tous debout à la file indienne, qui m'a rappelé cette nuit. C'étaient de très bons enfants, mais de temps en temps, l'un d'entre eux, sans aucune raison, sortait de la file. Le 6 janvier 1983, l'heure du CES a sonné. La salle de conférence est pleine à craquer. Tous les journalistes sont impatients de découvrir la nouvelle entreprise de Nolan Bushnell, véritable Golden Boy de la Silicon Valley. Il a réussi dans les jeux vidéo, il rencontre le succès avec ses restaurants familiaux Chuck E. Cheese. Indéniablement, il va cartonner avec ses robots ménagers. Sur l'estrade, Nolan Bushnell fait son show. Il imagine 1001 possibilités et envoie du rêve à son auditoire. Ce dernier attend frénétiquement la démonstration du petit robot et elle va arriver de la plus belle manière. Quand Nolan Bushnell demande à ce que Topo le rejoigne sur scène, celui-ci arrive avec une bière fraîche. Oui, vous m'avez bien entendu, avec une bière fraîche. Les éclats de rire fusent de partout. Nolan et son équipe ont réussi leur présentation. En guise de conclusion, Nolan Bushnell déclare «
Est-ce que quelqu'un peut vraiment imaginer l'an 2000 sans robots qui courent partout dans la maison? Je vous le demande. Une fois l'événement passé, les investisseurs se rapprochent de la firme Androbot. Nolan Bushnell agit comme un aimant et beaucoup se disent que tout ce qu'il touche se transforme en or. De fumants experts en expertise aussi diverses que variées prédisent que le marché mondial des robots domestiques représentera 2 milliards de dollars en l'an 2000. Ne loupant aucune aubaine, Nolan Bushnell déclare que l'entreprise Androbot fera prochainement son introduction en bourse, théoriquement en juillet 1983. Le prix de l'action sera de 12 dollars seulement. Et là, comme vous vous en doutez, tout le monde veut en être. Ah bah ouais, moi je vais acheter des actions à 12 dollars d'Androbot, comme ça je serai milliardaire en l'an 2000. Seulement il y a un problème. À ce stade, Androbot n'a pas vendu le moindre robot. Mais c'est pas grave. L'objectif c'est quoi? C'est de faire le buzz et de récolter de l'argent. Le reste suivra naturellement. L'équipe met Nolan Bushnell en garde. Tu sais Nolan, on ne peut pas produire les milliers de pièces que tu as promis au grand réseau de distribution. En effet, dans son élan, Nolan Bushnell s'est un peu emballé. Bon, rien qu'un peu, hein. Et quand des géants comme Sears ou Macy's demandent s'ils peuvent précommander 10 000 pièces, il leur répond par l'affirmative avec un incroyable aplomb. Tu veux 10 000 topos? Aucun problème, tu les auras pour Noël. Tom Frisina lui dit d'être prudent. Les grands réseaux de distribution vont acheter immédiatement des milliers de robots, mais ils vont te les payer dans 6 mois. Il va falloir embaucher du personnel, augmenter les lignes de production, acheter les pièces, tout ça va coûter des millions et des millions de dollars. Mais ça n'inquiète pas du tout. Nolan Bushnell a une autre entreprise à développer et à faire vivre, Cadabrascope, qu'on appelle aussi parfois Kaléidoscope. Mais bon, le vrai nom c'est Cadabrascope. Celle-ci doit créer des dessins animés en images de synthèse. Ah oui, vous avez bien entendu et vous avez bien compris. En images de synthèse. Et oui, c'est du Pixar avant l'heure. Bon, en réalité, c'est plus du dessin 2D sur ordinateur qu'on anime ensuite via un logiciel spécifique. Mais en tout état de cause, c'est très prometteur. Afin de ne pas gaspiller ses sous, Nolan demande à Cadabrascope de faire un dessin animé autour de la mascotte de Chuck E. Cheese. Précisons que la mascotte en question est un rat. Il se nomme Charles, mais on utilise le diminutif américain Chuck car c'est plus cool. En effet, Nolan Bushnell adore son rat et veut le voir en dessin animé, histoire de taquiner une très célèbre souris. Nolan aime tellement son rat qu'il nommera son voilier personnel de 60 pieds Charlie. On peut se le dire, Nolan, c'est toujours un grand gosse. Sauf qu'il a le sens des affaires et les millions de dollars qui vont avec. Et comme rien ne se perd, tout se récupère, Topo devra apparaître dans le dessin animé de Chuck. Bah oui, tant qu'à faire. Nolan n'oublie pas non plus son ancienne firme Atari. Il vient de signer avec Western Technologies. Ce nom ne vous dit peut-être rien, mais c'est cette entreprise que l'on retrouve derrière la fameuse console Vectrex. Ils ont aussi produit une bonne dizaine de jeux sur ce support. Nolan leur fait signer un accord pour la création d'un petit robot nommé Androman, qui sera compatible avec la console Atari 2600. Et oui, mine de rien, le concept de robe chez Nintendo avait déjà été pensé par Nolan Bushnell. Et ouais, Nintendo, c'est rien que des copieurs d'Atari, hein. Le deal porte sur 3 millions de dollars. Un autre contrat a été signé avec Smith Engineering pour un petit robot contrôlable nommé Fred et capable de faire de jolis dessins. Nous sommes en mars 1983 et le pauvre Topo est déjà très exploité, hein. Niveau finance, Nolan s'est peut-être aussi un peu emporté. Lui qui ne voulait pas mettre plus de 300 000 dollars dans un projet, en est déjà à 1 million de dollars d'investissement. Nolan a une année d'avance sur tout le monde. Il a appris qu'en avril 1984, soit dans un peu plus d'1 an, le premier salon des robots domestiques allait être organisé à Albuquerque. Dès lors, il va mettre une pression d'enfer sur ses équipes pour que de nouveaux robots soient prêts pour faire le show en avril 1984. Bon, rappelons que nous sommes en mars 1983 et que la commercialisation de Topo n'a pas encore débuté. Elle doit se faire en mai.
Topo sera vendu 495 $, soit en tenant compte de l'inflation, 1200 € actuels. Et pour le faire fonctionner, il faut aussi un Apple II. Bref, la facture monte rapidement pour le kidam qui n'est pas informatisé. Mais au fait, Topo, il sait faire quoi? Bah écoutez, en réalité, pas grand-chose. La presse va commencer à se pencher sur la question et ça va être le début des ennuis. Le magazine Compute écrira: le robot est fabriqué en plastique résistant au choc et mesure 1 mètre de haut. Son apparence amicale attire les petits-enfants comme s'il s'agissait d'une crème glacée. Un effet cohérent avec la conviction d'Androbot selon laquelle les robots doivent être des compagnons sympathiques et accueillants. Topo a une tête et des bras. Malheureusement, ils ne sont pas fonctionnels. La tête est fixée en permanence au corps et ne tourne pas, ce qui rend le robot moins réaliste. Il a une grille décorative sur le visage et les yeux. Un interrupteur d'arrêt d'urgence est monté sur le dessus de la tête qui éteint le robot. Les bras, des volets en plastique extensible, selon les besoins, sont fabriqués à partir de plastique relativement fin et ne peuvent pas supporter de lourdes charges. Ils sont fixés au corps à l'aide de broches en plastique. Topo se déplace grâce à un système nommé l'Andromotion. Il s'agit d'un système à 2 roues motrices qui repose sur des roues inclinées pour assurer la stabilité. Ce modèle s'inspire de la chaise à bascule. Le robot reste ainsi stable car le roulis se situe au-dessus du centre de gravité. Le principe est plus clair lorsque le robot est vu de côté. La projection latérale des roues ressemble à une ellipse et les côtés longs ressemblent aux rails d'une chaise à bascule. En raison de l'Andromotion, Topo oscille d'avant en arrière lorsqu'il se déplace. Ce balancement peut devenir violent lors d'un arrêt rapide, faisant ressembler Topo à un flotteur de pêche. Après avoir chargé les batteries, nous avons commencé à utiliser Topo sous contrôle du programme. Cela s'est avéré être une expérience intéressante. Topo n'aimait tout simplement pas répéter son chemin. Par exemple, en lui faisant faire une trajectoire carrée, il tournait d'environ 15 degrés à chaque répétition. Un calibrage correct a amélioré ses performances. Dans notre cas, la procédure a pris environ 10 minutes. Il a cependant fallu la répéter pour d'autres formes. L'émetteur permettait de contrôler Topo dans toute la maison. Il y avait cependant quelques zones mortes gênantes qui faisaient que Topo agissait de manière erratique ou alors il s'arrêtait. Topo ne peut pas détecter les obstacles. Il heurte donc souvent des personnes ou des meubles, ce qui modifie sa trajectoire ou l'arrête complètement. Dans ce cas, il faut le ramener à son point de départ. Le programme est alors redémarré. Les réactions des spectateurs étaient diverses. Adultes et adolescents étaient soit amusés, soit sceptiques. Beaucoup se demandaient à quoi pouvait bien servir Topo au quotidien. Les enfants, naturellement, étaient un public captivé. Ils essayaient de toucher Topo dès qu'il s'arrêtait. Certains lui parlaient même. Les personnes qui avaient déjà vu le robot héros de Hesketh ont regretté l'absence de voix et l'oscillation constante du robot. Quelques personnes regrettaient également que les bras soient fixes. Malgré ces objections, ils ont tous donné une note favorable à Topo. Nolan Bushnell a fait le buzz, ça c'est certain. Même en France, tout le monde ne parle que de lui. Outre la revue Micro et Robot qui a vu le jour, la presse dresse le portrait de Topo et de son génial inspirateur. Tilt, Science et Vie Micro, l'ordinateur individuel, Golden, Micro 7, tous vous jurent que l'an 2000 sera l'ère des robots et qu'ils partageront notre quotidien. Bon, alors entre nous, c'est quand même une sacrée bande d'arnaqueurs. Hein. Ils m'ont tous fait croire dans ma jeunesse que j'allais avoir des robots comme copains, et aujourd'hui je me rends compte que j'ai été un grand naïf de les croire. Parce que oui, désolé, mais bon, des robots qui nous accompagnent tous les jours, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Mais Nolan surenchérit. Les experts en expertise avaient déclaré que le marché des robots domestiques serait de 2 milliards de dollars en 1990. Eh bien, Nolan annonce, sans aucune source, qu'il sera de 5 milliards de dollars. Le problème quand on adore le buzz, c'est qu'il y a un moment où il faut en subir les conséquences. De nouvelles sociétés de conception de robots vont éclore. Eh ben ouais, Nolan il a fait un appel d'air. Si Hesketh avec son robot Hero et Androbot avec Topo ont déblayé le chemin, de nouvelles entreprises viennent les titiller, comme Android Amusement Corporation, Robo Factory. Et les nouveaux robots présentés sont canons. Par exemple, Videobot et U-Bot sont équipés d'un écran, d'un micro-ordinateur intégré
et d'une console de jeu. Ils ont en outre une option magnétoscope pour pouvoir regarder le dernier film. Bon, certes, ils sont hors de prix, nous ne sommes pas loin des 20 000 $, mais ils ressemblent vraiment à des robots autonomes. Tilt en parlera dans son numéro de décembre 1984. Dans une grande banque de San Francisco, les employés peuvent utiliser 4 robots domestiques pour effectuer les calculs de rentabilité ou pour interroger à partir de ces terminaux ambulants le fichier client de la banque. À Los Angeles, l'utilisation des robots familiaux est beaucoup plus amusante. Les vedettes d'Hollywood ne peuvent plus organiser une soirée sans se faire aider par un ou plusieurs robots familiaux. Ceux-ci servent les boissons et les petits fours, mais ils ont surtout pour fonction de distraire les invités en débitant un certain nombre de bêtises et de plaisanteries. Ces robots domestiques sont aussi de véritables petits espions qui offrent à leur maître des parties de franche rigolade. Munis d'une caméra vidéo et d'un magnétoscope, ils enregistrent les conversations des invités au cours de la soirée. Irrésistible! Il ne reste plus au maître de cérémonie qu'à diffuser ensuite les bandes enregistrées au cours de la soirée sur un écran géant. Quelle n'est alors pas la surprise des invités qui se voient sur grand écran en train de dénigrer leur hôte. Mais à qui peuvent-ils s'en prendre, sinon aux robots? Certains robots sont équipés de systèmes de surveillance très élaborés. Ils détectent tout déplacement intempestif de personnes dans une pièce grâce à un radar incorporé. Aussitôt, ils déclenchent une alarme qui appelle directement la police grâce à un téléphone également incorporé. Name on a patent for a brand new robot. Oh. You want to see it? Sure. Well, his official name is Woodman, but we call him Woody. Woody, bring Harvest tobacco. Thanks, Woody. Isn't that wonderful? Why, it certainly is. You must be very proud. I sure am. Oh, Mag, don't. Le japonais Tommy entre aussi dans la danse de la robotique familiale et bon marché, avec 3 produits, Dingbot, Verbot et Omnibot. Ils ont chacun des possibilités et un budget différent. Dingbot, le plus petit, a un look incroyable, à la E.T., ce qui en fait le compagnon idéal d'un enfant. Il se cogne partout, change de direction en maugréant, c'est un véritable comédien. Verbot répond aux instructions vocales et peut effectuer 8 opérations différentes. Omnibot, le plus évolué, comprend un micro-ordinateur, un magnétocassette, un émetteur-récepteur, une horloge, un microphone et 2 bras. Il peut mémoriser jusqu'à 7 programmes ou obéir à des ordres radiocommandés à distance. Face à ce raz-de-marée robotique, Androbot ne peut que constater l'étendue des dégâts. Personne ne veut de leur robot qui se bute partout, qui ne parle pas, et qu'il faut programmer pour le voir effectuer des cercles et des carrés. Les 500 premiers topos produits peinent à s'écouler. Et la grande distribution préfère opter pour des robots jouets, financièrement accessibles au plus grand nombre. Heureusement, des écoles et des universités californiennes achètent Topo comme outil pédagogique. Nolan Bushnell a survendu ses robots. À l'écouter, il pouvait tout faire. Jouer les agents de sécurité en patrouillant dans la maison, aider la maîtresse de maison à faire des tâches ménagères, amuser les enfants. Mais le problème n'est finalement pas là. Les gens ne lui trouvent aucun intérêt. 650 unités ont été fabriquées au départ au prix de 495 $. Cependant, lorsque les unités ont été mises en vente dans les magasins, les vendeurs ne parvenaient pas à les vendre. Les seuls clients potentiels étaient les écoles. 6 mois plus tard, seulement 125 unités avaient été vendues. Mais Nolan Bushnell a de la ressource. Il va proposer le surplus via sa chaîne de restaurants. Les familles pouvaient donc gagner un topo lors d'un tirage au sort organisé en juin. On envoie également des topos au Atari Computer Camp, des camps de vacances de 8 semaines où les enfants étaient formés à la programmation avec Logo. Les topos sont ainsi arrivés dans des sortes de centres aérés, des centres de vacances, répartis dans 6 États pour être intégrés au programme
estivale. Et Nolan Bushnell ne s'arrête pas là, hein. Il offre aussi, il fait plein d'opérations commerciales pour liquider les stocks de Topo. En juin 1983, il y avait également le second CES, celui de Chicago. Androbot devait profiter de cette occasion pour présenter publiquement Fred de Smith Engineering aux consommateurs. Fred était essentiellement un petit topo contrôlable par un joystick ou un programme. Il avait des capacités vocales comme le futur Topo 2, prévu en juin, soit un mois après la sortie du premier Topo. Son principal atout était un porte-stylo spécial où vous pouviez programmer des motifs à dessiner sur une feuille. Bien qu'il n'ait pas été présent au CES, le petit Androman de Western Technologies a fait ses débuts dans l'une des 4 brochures de l'événement. Sa fonction était de se déplacer sur un tapis de jeu spécial et de scanner des pièces colorées parsemées le long de celui-ci. Cela transmettait des informations à la console Atari pour le gameplay. 3 jeux étaient en développement à cette époque. Androman on the Moon et 2 autres jeux complètement inconnus. L'Androman présenté dans la brochure était en fait un leurre, car le vrai Androman était toujours en fabrication. Inutile de dire qu'au vu des ventes, cette affaire de jeux vidéo interactifs a fait un gros flop. Lors de ce salon, Bob, Brain on Board, a fait sa première apparition publique avec son prototype le plus récent. Mais on ne va pas se mentir. Les gens confondent Bob et Topo, tant et si bien que tout cela ne ressemble à plus rien de cohérent. Pire encore, Topo 2 ne sera pas disponible en juin comme prévu, mais en septembre et à un prix prohibitif, 995 $, provoquant le courroux des revendeurs. Topo a été produit à 650 exemplaires, dont 150 ont été plus ou moins vendus. Topo 2 suit le même chemin avec tout de même une petite amélioration, produit à 650 exemplaires, près de 500 trouvent un propriétaire. La situation n'en demeure pas moins catastrophique. Topo n'est pas le succès espéré. Pour Bob, le grand frère de Topo, équipé d'un processeur 16 bits, c'est guère mieux. Les 5 détecteurs à ultrasons de Bob lui permettent de mesurer et de localiser les objets dans son environnement. Il reconnaît les humains ou les animaux familiers grâce à un senseur infrarouge et peut répondre à un ordre. Venir vous voir et vous raconter une bonne blague, mais en anglais, ce qui limite les capacités d'exportation. Mais passé l'effet de surprise, on se rend vite compte que ça ne sert à rien. Toujours avec son obsession de robot qui sert une bière, Nolan commande un module nommé Androfridge. C'est une sorte de mini réfrigérateur qui stocke des canettes de boissons. Ouais, je sais, c'est complètement dingue, hein, une sorte de mini frigidaire, comme on dirait chez nous, bon, qui est accolé à un robot et qui vous ramène des bières fraîches. Bob peut donc interagir avec Androfridge et lui demander une canette quand le patron en réclame une. La canette tombe dans le panier plastique de Bob, qui la ramène ensuite à son destinataire. La démonstration est longue et fastidieuse. Et puis 2000 $ pour un petit frigo à canette, bon, c'est légèrement abusé. Toutes ces opérations ont coûté une fortune à Nolan Bushnell. Entre 1981 et 1983, Androbot lui a fait dépenser 3 millions $. Ouais, 3 millions $. Le gouffre est abyssal et l'autorité de régulation d'entrée en bourse, la SEC, SEC pour Security and Exchange Commission, ne validera jamais l'introduction d'Androbot sur le marché. En effet, dès novembre 1983, les conditions ne sont pas réunies pour une mise sur le marché. En 5 mois de commercialisation, Androbot n'a engrangé que 46 760 $ de recettes. Eh ouais, 46 760 $ de recettes pour 3 millions d'investissements. La balance n'est pas très équilibrée, hein, allons-nous dire. Toujours en novembre 1983, Androbot conclut des accords d'exclusivité avec plusieurs sociétés pour la distribution des robots dans leurs pays respectifs. En effet, Nolan Bushnell comptait s'appuyer sur le marché international. On retient principalement 3 entreprises. Une société britannique, appelée Prism Consumer Products, une société australienne appelée Future Electronics Australia Limited, et la 3e, Cocorico,
est une société française nommée Optalix. Oui, Optalix. Alors, ça fait très gaulois et on a l'impression que l'on va voir débouler un copain d'Obélix et d'Astérix. Mais non, aucun rapport. Optalix est le nom d'un fabricant de radiotransistors créé par Marcel Niel en 1945. Pendant 15 ans, l'entreprise basée à Aubervilliers ne cesse de croître et en 1960, une usine est construite à Amiens, dans la Somme. Celle-ci dispose de 4 ateliers de fabrication de circuits et de moulage thermoplastique. C'est pile poil ce qu'il faut pour fabriquer des topos. Optalix communique donc dans la presse et ici et là, on peut lire que la société française va produire des robots. Cependant, Optalix est au plus mal depuis 1982. La concurrence des pays asiatiques a réduit à peau de chagrin les ventes de radiotransistors made in France. Optalix est d'ailleurs la dernière entreprise française à en produire. Optalix a donc été mis en dépôt de bilan en 1982 et Optalix Industries a repris le flambeau la même année pour donner un second souffle à l'entreprise. Mais rien n'y fait. Aucun plan social n'a permis de redresser la barre. Les banques n'accordent plus de prêts et les fournisseurs rechignent à livrer Optalix. En mai 1984, la CGT déclenche une grève et les 250 ouvrières s'emparent de plus de 15 000 transistors en guise de représailles. Quelques mois plus tard, l'entreprise est liquidée par le tribunal de commerce. On sait tout de même que quelques robots Topo ont été produits en France car le journal de Mickey, partenaire d'Optalix, avait montré Topo dans la capitale, soit en train de faire le service dans un bistrot parisien, ou carrément en train de prendre le métro, porte de la Chapelle. Le journal précisait qu'on pouvait dès à présent le commander. Le journal de Mickey fait même une allusion au Nono, Nono, le célèbre robot d'Ulysse 31, à travers son article. Il y avait Nono, le petit robot de la télévision, mais ça, c'était du cinéma. Aujourd'hui, il y a Topo. C'est un robot, et il est bien vivant. Plus loin, on peut lire « Suprême luxe, Topo peut venir vous parler. Il suffit de programmer sa conversation à venir dans son ordinateur. Et en venant vous réveiller le matin, il dira « Bonjour, vous avez bien dormi ?» C'est quand même bien plus sympa, non? On comprend donc que la société Optalix allait à minimum livrer le Topo dans sa seconde mouture, équipé de sa synthèse vocale. Le prix, par contre, fait frémir. 15 000 francs! Oui, 15 000 francs, soit 4 900 € actuels, en tenant compte de l'inflation. Nous sommes désormais fin 1984 et chez Androbot, on commence à s'affoler. Les nouveaux robots sortent au pas de course. Après Topo 2, voici Topo 3. Oui, c'est juste une évolution car comme Topo 2, il utilise un émetteur infrarouge et peut être contrôlé par un clavier à 4 directions situé sur le dessus de sa tête. Il a également un processeur de synthèse vocale. C'est une technique marketing. Sortir de nouveaux modèles sous-entend que la société innove constamment et que les produits se vendent bien. En réalité, c'est le fiasco total. Un Topo 4 a été fabriqué par l'équipe d'ingénieurs, mais il n'est jamais entré en production. Nolan Bushnell siffle la fin de la récréation. Il y avait encore un espoir car Kodak était intéressé pour utiliser les robots Androbot sur sa ligne de production. Mais ce contrat de plusieurs millions de dollars n'a pas été à son terme. Le robot ne répondait pas aux besoins de Kodak et n'était finalement pas adapté au monde de l'usine. Détail amusant, les ingénieurs d'Androbot avaient repris le concept de Nolan Bushnell concernant la lecture d'un code barre. C'est à l'origine ce qui avait séduit Kodak. Le robot allait exécuter des tâches en se repérant dans l'espace, grâce au code barre placé à différents endroits de l'usine. Autre espoir perdu, le robot aspirateur. Nolan Bushnell voulait faire un ultime accessoire pour ses robots, un module d'aspiration. Nolan Bushnell décida d'arrêter tous les développements en cours et d'en rediriger certains vers son autre entreprise, Axlon. L'entreprise Astrobot cesse donc ses activités. Pourtant, contre toute attente, Topo va revenir sur le devant de la scène en 1985. Et ouais, Topo, le chanteur. Alors qu'on croyait le disco mort et enterré, il revient de plus belle sous l'impulsion de 2 producteurs italiens,
Aldo Martinelli et Fabrizio Ghetto. Nos deux compères voient les créations de Nolan Bushnell en 1983 et se disent que ça serait génial de faire chanter et danser un robot. Ça serait du jamais vu à l'époque. Ils contactent Nolan Bushnell et lui proposent un deal. Ils peuvent utiliser Topo sur scène en échange d'une visibilité importante dans les médias italiens et peut-être ailleurs. Si le disque fonctionne bien, ben voilà, ça pourrait devenir un hit international. Nolan Bushnell accepte le deal à la condition expresse que le robot ne soit pas tourné en ridicule et que son nom figure sur la pochette. Pour accompagner le robot, rien de tel qu'une jolie femme pour chanter avec lui. Elle est toute trouvée en la personne de Simona Zanini, très connue en Italie pour ses tubes, eux aussi produits par Martinelli et Gatto. Oui, je sais, les années 80 étaient formidables. Le duo Topo et Robbie voit donc le jour au beau milieu des années 80 et Under the Ice. Oui, Under the Ice devient un hit planétaire. Les présentateurs TV adorent les inviter sur le plateau, car le petit Topo fait le show pour les petits, pendant que papa mate discrètement la gonzesse dandiner à l'écran. Pour la petite anecdote, la voix de Robbie, Simona Zanini, prêtera sa voix à un autre hit, Comanchero, du groupe complètement factice Moonray. Quant à Topo, il fera son apparition dans plusieurs films, dont, accrochez-vous bien, Amber Arrows, un film pornographique, lui aussi de 1985. Bon, ne me demandez pas ce qu'il y faisait, je ne l'ai jamais vu. Autre petite anecdote plus actuelle, le groupe Justice, le groupe mondialement connu Justice, a utilisé Topo dans l'un de ses derniers clips vidéo. Et même en 2024, Topo, il a encore une actualité musicale. Moi je vous dis, Topo, il assure à mort. Et curieusement, on voit Topo de plus en plus apparaître ici et là, comme le symbole des robots des années 80. Alors mes petits lapins, que retenir de tout cela? La première, c'est qu'au-delà de l'échec des entreprises de Bushnell, certaines ont connu des destinées incroyables. Prenons l'exemple de Cadabrascope évoqué précédemment, l'entreprise qui devait faire du Pixar avant l'heure. Eh bien, figurez-vous que c'est ce qu'elle est devenue. En effet, le dessin animé intitulé « Le Noël qui faillit ne jamais avoir lieu » avec Chuck E. Cheese et des petits topos, a été un désastre. C'était une succession de plans fixes et d'autres un peu vaguement animés. Bref, c'était vraiment pas terrible. Devant ce résultat bâclé, Cadabrascope a été la risée de la profession. Tout le monde se moquait d'eux, puis on leur jetait des cailloux quand ils passaient dans la rue. Et on ne donnait pas cher de leur survie. Pour autant, une entreprise s'est montrée fortement intéressée par le logiciel qu'ils avaient conçu. Lucasfilm. Lucasfilm. Tant et si bien que Nolan Bushnell a revendu l'entreprise et ses droits intellectuels à George Lucas. Tu le crois ça? Nolan Bushnell, il revend l'entreprise à George Lucas. Les employés de Cadabrascope sont venus gonfler le rang de Lucasfilm Computer Division. Lucasfilm Computer Division, la division informatique de Lucasfilm. Et au sein de cette division, les petits gars de Cadabrascope ont rejoint le Graphics Group, un service de la division informatique destiné à travailler sur les graphismes et l'animation. Leur rôle était de prêter main forte à d'autres divisions de Lucasfilm, comme la mythique Industrial Light and Magic. ILM, ou encore LucasArts, connu aussi sous le nom Lucasfilm Game, la division jeux vidéo de la firme. En 1983, George Lucas divorce, et ça lui coûte un bras. Qui plus est, les retombées financières du Retour du Jedi commencent à s'estomper et son dernier film, Howard, une nouvelle race de héros, fait un flop au box-office de 1986. C'est donc un peu sous la contrainte qu'il décide de vendre son entité Graphics Group, forte de 45 employés, à un certain Steve Jobs. Steve Jobs, fraîchement remercié d'Apple. Nous sommes en 1986 et Steve Jobs va nommer cette nouvelle entreprise Pixar. Rétrospectivement, il est amusant de voir que Nolan Bushnell avait potentiellement le futur Pixar entre ses mains. Plus amusant encore quand on sait que le film d'animation Wall-E, mettant en scène des robots, est l'un des plus grands succès du studio. Mais les rendez-vous manqués sont multiples avec Nolan Bushnell. Dans le giron de son fameux Catalyst Group,
une autre pépite méritait l'attention, ETAC. Précédemment, j'ai évoqué la passion de Nolan Bushnell pour les voiliers de compétition. Le concepteur de Charley, le voilier de 67 pieds de Bushnell, se nommait Stan Honey. À peine mis à l'eau, Nolan demande à Stan s'il veut concourir avec lui lors d'une course dans le Pacifique. Ce dernier accepte et nos deux gaillards prennent la mer. À bord, Nolan est comme un gosse devant son nouveau jouet. Il est épaté par le système de navigation créé par Stan. Un peu à la cantonade, il lui demande si un tel système de navigation nautique serait possible pour les automobiles. Stan lui répond que oui, mais que ça nécessiterait énormément plus de travail que de cartographier les mers et les océans. Ni une ni deux, Nolan Bushnell finance le capital d'amorçage de l'entreprise à hauteur de 500 000 $. Ouais, bon, il s'était dit 300 000 $, mais bon, son pote, il lui dit qu'il lui faut 500 000, donc lui, il lui file 500 000. Le nom ETAC est tiré d'un prénom polynésien. Fondée, elle aussi, en 1984, elle fut la première entreprise à numériser et à assembler les cartes routières du monde. L'idée était de les connecter à un système de navigation automobile. Seul bémol, son système ne pouvait pas encore être basé sur le GPS. Bon, en effet, Nolan Bushnell avait été attentif à la déclaration du président Ronald Reagan, qui déclarait en 1983, à la suite de la mort des 269 passagers du vol Korean Airlines 007, que la technologie américaine GPS soit disponible gratuitement aux civils. Seulement, en 1984, c'est trop tôt. La seconde série de satellites a été lancée à partir de 1989 et la couverture totale de la planète n'a été rendue possible qu'en 1993. De ce fait, le système de navigation d'ETAC, mais également la numérisation des cartes routières du monde, a coûté énormément d'argent et n'aurait pas pu être rentable avant une quinzaine d'années. Trop long pour Nolan Bushnell qui décide de revendre la firme au milliardaire Rupert Murdoch, détenteur de Fox News et de nombreux médias. Ce dernier les vend ensuite à Téléatlas pour une coquette somme. Les travaux d'ETAC ont ensuite été exploités par une autre entreprise californienne, Google. Vous devinez la suite, Google Maps est devenu l'une des applications les plus utilisées au monde et aussi l'une des plus rentables. Notons que le concurrent de Google Maps, MapQuest, utilisait également les travaux d'ETAC. Une fois encore, Nolan Bushnell avait vu juste dans ses investissements. C'était indubitablement de bons choix, mais il n'a pas eu la patience d'attendre, ni les fonds nécessaires pour pérenniser ses affaires. Mais n'allez surtout pas croire que Nolan est un mauvais gestionnaire. Certains de ses investissements ont été plus rentables. Prenons le cas d'Axlon, une entreprise créée de toutes pièces par Nolan via sa société de capital risque en 1980. L'idée était de moderniser les peluches en les dotant d'électronique. Ils vont ainsi créer AG-Beer, un ours en peluche qui enregistre la voix de son propriétaire, la synthétise et la restitue sous forme de marmonnement. Cet ours parlant réagissait à son environnement. Il pouvait même devenir extrêmement bavard lorsqu'il était en voiture, agaçant par la même occasion les parents. Comme l'ours parlait de manière incompréhensible pour les adultes, les enfants avaient le sentiment d'être les seuls à le comprendre. L'ours baragouinait n'importe quoi, mais l'enfant s'inventait des histoires complètement incroyables. L'ours AG-Beer fut très populaire aux États-Unis, à tel point que Nolan Bushnell demanda à ce que l'on crée toute une famille AG-Beer. 8 modèles différents furent conçus. Cependant, la concurrence était très rude avec les géants américains du jouet. Nolan passa ainsi de l'ours sympathique au chat tout mignon, puis à plein d'autres animaux. Les Petsters, qui rencontrèrent aussi un sympathique succès. Interrogé par le journal Tilt, il s'en amusera. « Ne dites pas à ma mère que j'ai créé Atari, elle me croit éleveur de chats électroniques. » Quand Androbot fut en difficulté, c'est Axlon qui vint à la rescousse. Le petit robot Fred fut ainsi reconditionné sous la marque Axlon. Il changea de nom pour Andy. Malheureusement, comme pour Fred, Andy connut le même sort et ne remporta guère les suffrages des gamins. En 1986, Nolan revend la firme à Hasbro et encaisse $1 million. Autre exemple de réussite, en 1983, il rachète pour $2,2 millions l'entreprise Vidéo, formée par d'anciens employés de chez Atari et spécialisée dans les jeux d'arcade et sur console. Il la nomme Sente
Technologies. Comme il avait une clause d'exclusivité de 5 ans avec Warner, il n'avait plus le droit de toucher aux jeux vidéo de près et de loin. En 1983, il retrouve cette possibilité et compte bien l'exploiter. Ce qui intéresse Nolan, c'est la technologie SAC, SAC pour Sente Arcade Computer, qui est l'un des tout premiers systèmes d'arcade avec carte de jeu interchangeable. Ce qui permet de faire de substantielles économies, car vous ne changez plus la borne, mais uniquement la carte de jeu. Des années plus tard, SNK avec son système d'arcade NVS ou encore Capcom avec son système CPS reprendront le concept en intégrant cette fois la carte de jeu au sein d'une cartouche de protection. En 1984, Bally Midway rachète l'entreprise à Nolan Bushnell pour 3,9 millions de dollars. Nolan empoche au passage une belle petite plus-value qui lui a permis d'éponger une partie des dettes laissées par l'aventure Androbot. Il le dira également plus tard, son plus grand loupé fut de refuser l'offre de Steve Jobs d'acquérir un tiers d'Apple pour la modique somme de 50 000 dollars. Et ouais, Steve Jobs lui avait déjà demandé « dis donc Nolan, tu peux pas me filer 50 000 dollars, tu auras un tiers des actions d'Apple. » Et Nolan lui a dit « Non, moi je m'occupe d'Atari, j'ai pas le temps de fricoter avec toi. Va-t'en Steve, file de là. » Il le dira lui-même, Nolan, l'ennui a toujours été mon pire ennemi. Quand Chuck E. Cheese sera au bord du gouffre, il reconnaîtra ne s'être affolé qu'au dernier moment. Sur le plan de la gestion, nous faisions pitié. Je n'avais tout bonnement pas compris à quel point mon équipe de direction était fragile. Vers la fin, quand j'allais chercher les recettes de la journée, je tombais sur un jeune d'à peine 20 ans à la tête du restaurant. L'entreprise était moribonde et je n'y avais tout simplement pas prêté la moindre attention. Nolan Bushnell est un éternel impatient, doublé d'un touche-à-tout souvent bien inspiré. Il le reconnaît lui-même. La gestion d'une entreprise au quotidien m'ennuie. Ce que j'aime, c'est partir d'une idée et lui donner vie. Je trouve cela magique. Comme il le disait lui-même dans l'article de Tilt, il faut des gens pour lancer des entreprises, d'autres pour les reprendre une fois qu'elles marchent bien. J'appartiens à la première catégorie. Je me vois comme une abeille qui va de fleur en feuille et les pollinise. Ainsi, mes petits lapins, s'achève l'histoire de Topo, le petit robot qui rêvait de conquérir le monde en leur servant des bières fraîches. J'espère que cette histoire vous a plu et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.